Vous écoutez Shadow Talk, le podcast de discussion autour de Shadowrun et du jeu de rôle, produit par Ombre Portée 2.0. On est aujourd'hui avec Romain Pellis, auteur de Néo-Révolution, le supplément pour FR5, FR6 et Shadowrun Anarchy qui est paru déjà l'an dernier. Bonjour Romain. Bonsoir. Et on est également avec Pierre, membre d'Ombre Portée. Bonjour Pierre. Bonjour. Aujourd'hui, on va vous parler de Streetpedia, supplément paru entre Shadowrun 5e édition et Shadowrun 6e édition, qui a la particularité en fait d'être un supplément récapitulatif qui a vocation en fait à présenter les différents éléments de l'univers du 6e monde, donc les différents personnages importants, les événements marquants, et qui contient des résumés français de métaplots qui n'avaient pas été abordés jusqu'à présent dans les suppléments traduits en France. Et ces résumés ont justement été écrits par Romain qui est ici présent, mais qui sont aussi en partie des traductions de différents textes publiés en FR5. Est-ce que vous voulez donner brièvement votre avis sur ce que vous en pensez avant qu'on entame le travail plus en profondeur sur le contenu ? Alors moi je l'ai lu à l'époque où il est sorti en anglais il y a presque 2 ans, je l'ai lu assez vite. Et en fait après j'y ai pas retouché et j'ai écrit mes textes qui ont été rajoutés ensuite, qui font donc une partie, qui font quasiment la moitié du bouquin maintenant. Alors mes textes, quand je dis mes textes, tu l'as dit mais je vais le réexpliquer, hein, c'est avant tout des fiches de lecture, on va dire, de synthèse, de beaucoup de suppléments qui n'ont pas été traduits, de textes qui existent en anglais mais qui ne sont pas présents en français. Donc c'est des textes que j'ai certes écrits, enfin Tino avec moi c'est moi l'auteur, mais la partie création a été de réaménager les textes et de les assembler, parfois d'écrire un peu une histoire en filigrane. Dans le cadre du texte que j'ai écrit sur le CFD, il y a vraiment, enfin sur le SFC, il y a vraiment ce côté un peu histoire en filigrane par le Shadow Talker Kenny Siméon. Mais voilà, je peux dire que je ne suis pas l'auteur des textes, je suis plutôt une sorte d'auteur résumateur de ces textes-là. Et donc oui, j'ai lu Streetpedia il y a assez longtemps, donc je pense que Pierre sera bien plus qualifié que moi pour parler de la partie Wikipédia de Streetpedia. Du coup, sur Streetpedia, moi en fait j'ai découvert ça rapidement quand ça a été mis à dispo des participants à l'APP. Et pour moi c'est quand même vraiment une bonne découverte parce que j'ai commencé SR5 finalement il y a 2 ans. Et avec pas mal de lacunes, je me suis plongé dans l'univers à fond. Et carrément le degré de Wikipédia, de Streetpedia est un outil qui, à sa lecture, quand même paraît un peu indispensable à toute personne qui se plonge aujourd'hui dans Shadowrun. Alors je vais même rebondir là-dessus en disant que c'est pas que utile aux petits nouveaux, alors c'est une arme phénoménale pour les petits nouveaux, mais c'est aussi très utile pour les anciens en fait. C'est-à-dire que même moi, en lisant Streetpedia, alors pourtant j'ai commencé Shadowrun en 93, j'ai quasiment tout eu depuis la seconde édition jusqu'à la dernière. Alors je vais pas jouer à la 4, mais j'ai beaucoup joué aux autres. J'ai lu beaucoup de choses, et pour Neo Révolution, j'ai vraiment fait un travail d'encyclopédie, une recherche encyclopédique sur le lore de Shadowrun, et pourtant, Streetpedia, ça m'a donné des réponses, quoi. Enfin, j'ai appris plein de choses sur Streetpedia, j'ai découvert plein de choses, quoi. Quelque chose qui est intéressant dans ce que vous avez dit, c'est en fait à qui s'adresse le supplément. C'était justement l'un des points que je voulais aborder. Puisque moi, justement, c'est l'un des reproches que j'ai à faire au supplément. C'est-à-dire qu'il se présente et il est vendu un peu comme un supplément destiné aux nouveaux. Et en fait, moi, j'ai eu un peu le même sentiment que face à Anarchy, où en fait, j'ai l'impression que c'était un supplément destiné plutôt aux faux nouveaux, c'est-à-dire à des personnes qui avaient quand même un rapport plus ou moins éloigné à l'univers, mais déjà préexistant. Et et j'ai quelques doutes en fait sur le degré en fait de pédagogie du supplément et sur la manière dont les informations ils sont traitées. Et je suis pas sûr en fait qu'un nouveau qui débarque tout fraîchement dans le 16e monde et qui a lu par exemple seulement le livre de base de FR6 ou de Anarchy comprenne réellement tout et ne soit pas en fait un peu perdu dans en fait et je pense qu'on va en parler après, mais dans des entrées qui ont des intérêts très divers, tout être en fait à des plus ou moins complètes, plus ou moins précises, qui vont évoquer en fait des choses qui vont pas être détaillées. Et du coup, j'ai trouvé que c'était très perturbant dans la manière dont c'était écrit et construit par rapport au public prétendument visé.
Pour répondre à ta question de manière très courte, tu dis est-ce que c'est pas un bon outil pour les débutants? Et tu as entièrement raison, c'est pas pour les débutants. C'est pas un truc qui est vendu pour dire tu comprends rien à Shadowrun, du coup Shadowrun, tu vas découvrir Shadowrun. C'est vendu comme une clé de déchiffrement. C'est-à-dire que tu commences à Shadowrun, tu vas acheter, je sais pas, on va prendre l'exemple de la 6ème édition, tu as acheté Free Seattle, donc la campagne qui se passe à Seattle sur laquelle on a rajouté des textes, tu commences à la feuilleter, puis tu tombes sur un truc que tu connais pas de Shadowrun. Alors un truc qui est ce qu'on appelle semi-obscur. Par exemple, la fondation Draco dans Shadowrun, c'est quoi? Bon, bah, c'est un truc magique, machin. Et là, moi, je me souviens qu'à l'époque, quand ça m'arrivait, quand j'étais dans l'édition 2 ou 3 et que j'ouvrais un guide et que je tombais sur un point de lore que j'avais jamais vu avant, c'était en plus, je suis un vieux con, c'était à l'époque, c'était sur internet. Hein. Tu n'avais pas de solution pour aller sur internet, tu avais éventuellement le webrig de Shadowrun pour avoir des réponses. Mais voilà, donc bah là, maintenant, tu as Streetpedia, tu vas ouvrir Streetpedia et regarder l'entrée en disant ah bah oui, la fondation Draco, c'est ce truc-là. Donc je pense que c'est beaucoup plus écrit comme ça. C'est écrit comme étant comme un wiki en fait. C'est-à-dire que quand tu connais pas la réponse, ou quand tu connais pas le mot que tu viens de croiser, ou que tu connais pas le concept qui est évoqué, tu auras la réponse dans Streetpedia. Et je pense pas que ça a été conçu, et pour le coup, si ça a été conçu comme ça, c'est raté. Ça n'a pas été conçu pour dire on va vous exposer le 6ème monde, on va vous déchiffrer le 6ème monde pour débutants. Et d'ailleurs, un truc qu'ils ont fait pour rejoindre le côté critique que tu évoquais, un truc qu'ils ont fait que je trouvais un peu dommage, c'est que en parlant de didactisme, il y a pas mal d'entrées qui sont un peu écrites de manière, on va dire, un peu avec beaucoup de style, avec le style de celui qui l'écrit, donc l'auteur, et qui n'est pas forcément justement une vision très encyclopédique. En fait, je veux rebondir sur ce que tu dis parce que alors, je suis à moitié d'accord en fait, parce qu'effectivement, c'est clairement pas un bouquin qui se destine à quelqu'un qui découvre, enfin, c'est pas un bouquin de découverte du monde de Shadowrun. Par contre, ça peut être destiné comme tu disais, aux gens qui vont découvrir SR6, c'est un bouquin qui doit accompagner, comme un wiki, comme un dictionnaire, au final, qui va accompagner une lecture, parce que des moments, tu vas lire le scénario Tartampion, ou tu vas découvrir des intervenants qui sont dans l'univers depuis très longtemps, et tu vas te dire mais lui c'est qui, ou comme tu disais, tu prenais l'exemple de la fondation Draco, c'est quoi, etc. Et donc tu vas pouvoir te référer à ce bouquin là. Donc pour moi c'est un dictionnaire qui doit accompagner les autres bouquins de la gamme. Par contre, là où je trouve Streetpedia vachement intéressant, et ça c'est une question qui est supplémentaire que je vais poser ensuite, mais c'est au final c'est peut-être en plus les parties un peu que tu as reprises ou réécrites qui sont sur la mise à jour de certains plots, de certains éléments du lore qui sont importants pour démarrer SR6. C'est vraiment faire l'état de l'art de là où on en est au début de SR6, et ça pour un joueur nouveau qui va se lancer dans SR6, c'est hyper important. Par contre, effectivement, la question donc, qui vient par rapport à ça, et moi que j'ai pas forcément bien compris dans la structure du livre lui-même, c'est pourquoi ces éléments-là ils sont pas avant le wiki en fait. Alors, je pense que Timothée va nous parler des ajouts qu'on a fait un peu plus tard. Je me dis que la question était vraiment sur Streetpedia tel qu'il était en anglais et qu'on l'a traduit. Alors pour la réponse je peux donner une réponse immédiatement, Pierre. Pourquoi les ajouts sont à la fin et pas après? Parce que c'est comme ça qu'on n'a même pas pensé une seconde à les mettre devant en fait, tu vois. Donc c'est juste que voilà. Ce que je trouve intéressant par rapport à cette question du wiki et du dictionnaire, c'est qu'en fait, moi, j'ai plutôt le sentiment de me retrouver face à un résumé de série télé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, où en gros, on nous dit précédemment dans, et où du coup, on s'attend à ce qu'on va nous apprendre, va ensuite impacter l'épisode qu'on va voir, ou la saison en l'occurrence. Pour ça, en fait, du coup, c'est très compliqué de juger de l'utilité de l'ensemble des entrées de Streetpedia au cas par cas, puisque on n'a aucune visibilité en fait sur ce qu'il va advenir. C'était l'un des problèmes dont on a déjà pu parler donc par rapport au choix des entrées, mais également aux choix qui ont été faits dans leur traduction, puisque il faut savoir, et on va pouvoir en parler, que Black Book Edition a en fait supprimé une partie des entrées, une partie non négligeable. Je vais faire la liste, il y en a plus d'une centaine, mais il faut également savoir que dans cette liste il y a des entrées évidemment qui sont très contestables. Donc par exemple, il y a des entrées sur les adeptes et qui sont expliquées dans le livre de base. Donc évidemment, c'est pas très utile. Mais par exemple, il y a des entrées sur différents pays du 6e monde qui jusque-là n'ont pas été très importants jusqu'à présent dans la gamme, mais qui pourraient revenir un jour ou l'autre, et on n'a pas, du coup, on n'a pas ce contenu en français. Alors, est-ce que c'est un drame? Je sais pas, surtout que généralement c'est un quart de page, donc c'est pas non plus du texte très considérable. Mais ça pose aussi la question de la pertinence. L'autre question que je me pose, c'est est-ce que ce format, du coup,
de la VO de mini-entrées, du coup, qui généralement font un quart, une demi-page pour la majorité, des fois un peu plus long. Est-ce que c'est pas finalement plus adapté à des encarts au sein même des suppléments? Donc par exemple, est-ce que, je sais pas, l'entrée sur Corinne Porter aurait pas plus d'intérêt en étant directement dans Free Seattle qu'en étant dans un supplément qu'il va falloir déjà avoir acheté, puis aller consulter, etc., si jamais on se demande qui c'est. Est-ce que finalement, la vraie accessibilité, ce serait pas d'inclure directement l'information dans les suppléments, plutôt que d'obliger les joueurs à aller acheter un supplément somme, entre guillemets, qui d'ailleurs n'est pas si simple que ça non plus, mais on en reparlera après. Pour répondre au dernier point que tu as évoqué, tu viens de décrire notre backup plan, enfin notre point de secours, grosso modo. C'est-à-dire que si jamais on se rend compte qu'il y a une entrée qu'on a enlevée de Suspedia qui en fait est importante pour un scénario, imaginons qu'il y a un scénario officiel qui se passe en Chine et que l'entrée sur la nation de Chine qui était dans Spedia est importante, ce qui me paraîtrait assez surprenant parce que c'était pas très bien cette entrée-là. Et ben en fait on la remettra dans le scénario avec un encart. C'est ça le plan en fait. Donc c'était la réflexion que tu t'es faite, enfin on se l'est fait naturellement. Et en fait je l'ai beaucoup fait avec des choses qui n'ont pas été traduites, notamment des petits bouts de lore issus du guide No Future, qui est un des derniers guides de l'édition 5, qui est un guide très orienté, enfin qui est le Shadow Beat de Shadowrun 5, donc en fait un guide très orienté sport, musique et compagnie. Et ben les éléments un peu pertinents, hop, on les prend, on les traduit, on les met en encart. Donc on aurait pu faire ça. Après, alors je vais remonter à ta première question. Je trouvais que les entrées n'étaient pas très forcément très détaillées. Et alors ça, c'est effectivement une critique que je... Enfin, c'est une critique. C'est pas une critique, c'est une caractéristique du bouquin. Je pense qu'il ne faut pas acheter Cespedia en se disant je vais avoir de quoi travailler. Enfin, ça va pas me donner de quoi faire des scénars. Tu peux pas prendre l'entrée, là j'ai le bouquin qui est ouvert, l'entrée sur Ryumo ou sur les Royama, qui est une référence à Shadowrun Hong Kong, le jeu vidéo. C'est pas un truc qui va te faire un scénario. C'est vraiment pas du tout assez détaillé. Ça va même généralement donner du travail, à mon avis. Enfin, si tu veux vraiment te plonger dans le lore, tu vas devoir dire ok, alors les Yamaking dont on parle dans Streetpedia, il faut que je regarde dans le jeu vidéo comment ils sont. Je vais regarder où est-ce qu'ils sont mentionnés en guide de Hong Kong. Enfin, ça va donner un point de départ d'une recherche, on va dire presque scolaire de Shadowrun. Mais c'est pas effectivement. Enfin, pour moi, c'est pas un outil à scénario. C'est vraiment un outil. C'est une clé de déchiffrage. C'est vraiment, je crois qu'il a très bien décrit Pierre, c'est vraiment le petit ico que tu as sur ton bureau quand tu lis un bouquin d'Umberto Eco. Quand tu lis un bouquin d'Umberto Eco, il y a un mot compliqué toutes les 2 pages, donc tu dis ah, c'est quoi ça sycophante, tu regardes entendre ton truc, tu apprends des mots. Hein. Par contre, c'est pas le dictionnaire qui va faire que tu vas comprendre le bouquin en entier. Il va te dépanner sur un mot. Bah là c'est pareil en fait, ça va être dépanné sur le fait de savoir vite fait, enfin rapidement de quoi on parle, sans avoir besoin d'aller naviguer sur des wikis sur internet. Alors après, le wiki français est très bien et le wiki américain est pas si bien que ça, mais bon, c'est quand même assez agréable d'avoir une sorte d'entrée qui soit un peu à jour. Mais pour te rejoindre, moi je rejoins, enfin, toi tu vois ça comme étant un truc pas suffisant, et quelque part moi je suis assez d'accord avec ça, c'est pas suffisant. Par contre, je pense que plus aurait doublé la taille du bouquin. Et bon, après, on va pas dire de méchanceté, mais je suis pas forcément convaincu que si Catalyst s'était donné comme but de faire une vraie encyclopédie de Shadowrun, vu comment les bouquins sont faits généralement, je suis pas sûr qu'ils auraient le moyen de le faire. Je pense qu'ils ils se seraient donné un but qu'ils n'auraient pas atteint. Ouais. Après, ouais, ça c'est subjectif. Moi, je pense que le but de ce PA, ils l'ont un peu atteint. Ouais. Après, juste je vais rebondir sur un truc parce que c'est ce que disait Timothée. Enfin, par contre, moi je sais pas si tu le disais sous forme de reproche ou pas d'ailleurs, Timothée, mais le fait que ce soit un previously on, moi je trouve que c'est vachement important pour quelqu'un qui se lance dans l'univers, quoi. Savoir où on démarre pour bien comprendre un peu tels que seront les scénarios qui vont, enfin dans quel cadre se déroulent les scénarios qui vont démarrer la gamme SR6. Après, là où c'est vrai que ce bouquin-là, quand même quelque part sur l'aspect wiki, effectivement, c'est pas pour les nouveaux joueurs. Et moi, je le prends en tant que débutant dans SR5 il y a 2 ans. J'ai commencé avec les scénarios fragmentation, etc. Du SFC. Et finalement, je me suis plongé dans l'univers avec plein de termes et de passifs que je ne découvre, en fait, que je ne peux comprendre et vraiment aborder de manière profonde qu'à travers Streetpedia, au-delà d'acheter des bouquins VO. Donc c'est vrai que cet aspect-là, il va à la fois servir à des gens qui se lancent dans SR5 actuellement,
il y en a quand même pas mal aujourd'hui, ou via Anarchy, hein, donc ça peut être un truc qu'on peut en discuter en parallèle, mais il y a Anarchy en parallèle, il y a des gens qui ont découvert Shadowrun il y a 1 an, 2 ans avec Anarchy, et le Streetpedia, pour moi c'est un truc, c'est multiple, pour le coup c'est multiplateforme Shadowrunesque. Quelque part, ce que je voulais dire, c'est que je pense qu'effectivement, un vieux de la vieille comme moi n'est pas la bonne cible pour Streetpedia. Et quelque part, peut-être que Timothée, qui est aussi très, comment dire, très complet dans sa vision des choses, c'est pas forcément le bon client. C'est-à-dire que quelque part, c'est vrai que le bon client, tu le décris bien, à mon avis, enfin, la bonne cible pour ce guide-là, c'est pas le joueur débutant, parce que le joueur qui va commencer Shadowrun, il va faire son premier scénario de Shadowrun, et il va découvrir ça, et puis voilà, et puis il va pas avoir besoin de Streetpedia immédiatement. C'est vraiment le joueur qui commence à bien sortir dans le jeu, et qui va avoir besoin d'une clé de lecture pour pouvoir explorer tous les recoins de l'univers. Si tu fais enfin pour résumer, hein, si tu fais un scénario Shadowrun avec une exfiltration, enfin genre il faut capturer un cadre corpo de Eris, tu n'auras pas besoin de Streetpedia pour faire ça. Par contre, si tu commences à ouvrir des missions, des scénarios un peu plus élaborés avec plus de background, bah du coup là tu peux en avoir besoin effectivement. Alors, on va revenir, si ça ne dérange pas Pierre, on ferait qu'on revienne sur un point qu'a abordé Timothée à l'instant, sur lequel on n'est pas revenu, qui sont ce qu'on va appeler les coupes sombres qui ont été faites dans Streetpedia en VF. Alors, c'est une décision, moi je la supporte à 100%. Donc, j'étais impliqué dans la discussion, mais c'est pas de moi qui est venue l'idée, mais je la valide à 100%, je trouve que c'est une très bonne idée. La réflexion qui s'est faite était de dire que, pour être honnête, toutes les entrées n'étaient pas excellentes. Et il y en a quand même beaucoup qui était vraiment un gâchis de place. Déjà, il en manquait quelques-unes, on en a rajouté quelques-unes. Il en manquait notamment une sur Consensus, il en manquait une sur le conseil Pueblo corporatiste, etc. Donc déjà, il y avait quand même un côté de dire, bon, traduire, perdre des signes et des pages pour un truc moyen, c'est toujours un peu frustrant. Et la seconde truc qu'on s'est dit, enfin que se disait, je crois que c'était ça, leader via Gislain, ils se mettaient plus dans la peau, encore une fois, pas de nous qui sommes des passionnés de Shadowrun, qui faisons un podcast sur Shadowrun, lisons tout de Shadowrun, mais plutôt la personne qui sait rien de tout ça, va s'acheter Shadowrun en boutique au coin de la rue quand ça sort, va acheter quelques guides, et lui, lui ou elle, ce client typique ou moyen de Shadowrun, a une vision de la gamme qui est que ce qui est dispo en français en fait. Et l'idée est de dire, on va pas trop exposer par Streetpedia les joueurs francophones à des trucs sur lesquels c'est pas documenté, si vous voulez. Il y a des trucs qui n'ont jamais été mentionnés, qui n'ont jamais fait partie de ce qui a été évoqué en français. On va essayer de gommer un peu ça de manière à ce que Streetpedia apporte pas plus de questions que de réponses. Donc c'est comme ça que les coupes sombres ont été faites. Je pense que ça reste une très bonne idée. Je pense que ça rend vraiment le guide. Ça densifie la qualité du guide, parce qu'on a par construction, on a gardé que les bonnes entrées, ou des entrées qui étaient vraiment très bien. Donc dans le Streetpedia VF, toutes les entrées sont sympas à lire. Elles ont toutes de la valeur, elles vont toutes vraiment bien. Au passage, je vais le redire, mais c'est Ghislain Bonnotte qui a écrit donc, l'entrée sur le Pueblo Corporate Council, qui est vraiment très chouette. Enfin, je trouve qu'elle est vraiment très bien centrée. Donc ça a densifié la qualité de la lecture de Streetpedia. Et ça a fait de la place pour les ajouts qu'on a rajoutés, évidemment, parce que du coup, tout ce qu'on a enlevé, ça a permis sans trop augmenter le page count, comme on dit en anglais, du bouquin, on a pu rajouter des choses. L'aspect résumé série télé, c'est absolument pas un problème pour moi. C'est même du coup plutôt précieux dans le cas en fait d'une gamme aussi ancienne en fait que peut l'être Shadowrun, donc déjà plus de 30 ans. Que oui, c'est utile et je pense qu'il faudrait même le faire à chaque changement d'édition en complément du livre du meneur. Et que ça peut aussi être pratique du coup à la fois pour les meneurs et pour les joueurs. Sauf que le problème en fait du supplément, c'est que déjà il s'adresse plutôt à des meneurs, puisqu'il dévoile en fait des secrets de l'univers, qui sont évidemment déjà évoqués en XR5, mais c'est du coup du contenu qui est plutôt à destination des meneurs, c'est pas à mettre entre toutes les mains. Je conseille vraiment, en tout cas, si jamais vous prévoyez en fait de passer le livre à vos joueurs, de simplement leur photocopier certaines entrées, soit de vérifier en fait qu'il n'y ait pas d'entrée sur les métaplots que vous souhaitez aborder. Par ailleurs, juste pour rebondir du coup sur la question de la structure et des entrées, au-delà en fait de l'intérêt ou non de certaines entrées, effectivement, je suis d'accord avec Romain, il y a des entrées qui sont pas très bonnes. Donc l'entrée sur les adeptes dont je parlais plus tôt, vraiment, c'était pas utile, c'était pas très bien et c'est pas très bien écrit à mon avis. Par contre, il y a aussi un gros problème de structure au sein même des entrées. C'est-à-dire qu'il y a des entrées qui vont aborder les mêmes thématiques, mais qui ne vont pas être regroupées ensemble. Donc par exemple, les différents grands dragons, ils vont pas être tous regroupés dans la sous-catégorie grand dragon,
mais par exemple Dunkelzan va y apparaître. Et il y a aussi des entrées qui tout bêtement sont pas du tout recoupées. Donc par exemple, il y a une entrée pour Inazo Aneki, qui est du coup l'ancien PDG de Renraku, l'une des méga corporations les plus importantes de l'univers de Shadowrun. Sauf qu'en fait, ce bon Inazo Aneki, il est mort depuis déjà une bonne quinzaine d'années dans le lore. Du coup, est-ce qu'il y avait besoin de faire une entrée sur lui? Est-ce que ça suffisait pas de juste en parler dans l'entrée sur Renraku? Moi, je pense que c'est une question qui se pose. Autant je suis gêné par la suppression des entrées, mais je suis pas tant gêné. En fait, ce qui me gêne plus, c'est que j'ai le sentiment en fait d'un travail qui n'avait pas été fait entièrement, un peu piégé entre d'un côté l'envie de respecter la ligne éditoriale de Catalyst et de l'autre l'envie d'améliorer les choses et qui du coup rend le supplément un peu bancal même en français, et même s'il y a le supplément français évidemment bien meilleur que le supplément américain. Alors, en fait, avant de répondre sur la question des coupes, je veux juste refaire ce que tu évoquais sur les coupes, revenir un instant sur le fait que tu dises que c'est un guide pour meneurs. Alors, tu as quelque part raison, mais le problème qu'on a, c'est que il faut qu'on réalise en France que aux US, tous les guides Shadowrun sont pour joueurs. Il n'y a pas de notion de plotbook comme nous on l'a. C'est-à-dire que moi j'ai des joueurs à Cutting Black qui ont lu la campagne Cutting Black. Et ça va vous paraître bizarre, mais la seule chose qui est considérée comme étant pour meneur, c'est les scénarios. Et en fait, ça va vous paraître étrange parce que vous allez me dire, mais les secrets sont dans les guides. Ouais, mais les joueurs s'en foutent des secrets. Ils jouent pas du tout un scénario comme nous on va le jouer à base de je vais découvrir que. Alors je vais pas être spoilé parce que voilà, mais. Je vais découvrir que Damien Knight, le président de Ares, a fait telle saloperie qui est écrite dans un guide. Nous, quand on lit ça dans un guide, on veut le faire découvrir à nos joueurs, on veut qu'ils le vivent. Eux, ils s'en moquent. Enfin, c'est pas du tout leur approche. Donc oui, Streetpedia est pour meneurs, on va dire, en France. Mais le fait que tu trouves qu'il y a une sorte de bizarrerie, parce que quelque part, c'est un guide pour illustrer l'univers que tu pourrais donner aux joueurs, en fait, mais qui est truffé de secrets, c'est dû aussi à cette différence de jeu entre nous et eux. Et en fait, ça rejoint ce que tu disais dans la seconde partie, qui est effectivement, sans dire que c'est bancal, c'est exagéré, mais on est parfois un peu coincé dans ce qu'on fait. Donc ce côté bancal, tu as effectivement raison, on en a un peu le produit, effectivement, on ne peut pas aller aussi loin que ça. Alors après, tu évoquais des problèmes de classification de catégories, ça je pense que tous les gens de l'édition, qui ont un jour publié un truc qui ressemble à une encyclopédie ou à un genre de travail là, ont ces problèmes-là, tu t'arraches les cheveux, c'est un truc sur lequel tu n'es jamais content, il y aura toujours un truc qui ne rentrera pas. Je pense qu'il faut, personnellement, moi je pense qu'il faut rester pragmatique, c'est pas si mal foutu que ça, ça aurait pu être mieux fait, ça c'est évident, mais bon, pas non plus inutilisable, donc j'en suis pas forcément mécontent. Oui, moi je veux juste rajouter, moi pour le coup la VO je l'ai jamais lu, donc j'ai pas ce problème-là d'avoir un regard sur est-ce que les coupes sont bien faites, pas bien faites, est-ce qu'il y a assez d'ajouts, pas assez. Moi globalement, alors est-ce que j'ai lu en détail toutes les entrées? Je vais sûrement avouer que non, parce que je suis souvent allé regarder celles qui m'intéressent le plus, donc toutes celles de Denver par exemple, mais pas que. Par contre, effectivement, il y a des moments, il y a des redondances, tout ça, mais comme tu disais, Romain, je pense que c'est inhérent à toute encyclopédie. Tu vas retrouver des fois les informations un peu à différents endroits, avec différents niveaux de détail. Donc moi, ça me dérange pas en fait. Globalement, sur la partie wiki, moi, d'un point de vue lecture, j'ai pas trop eu de mal. Il y a parfois effectivement des fois je me dis ouais voilà, c'est vachement détaillé pour des trucs hyper anciens pour le coup, où le lore a vraiment roulé dessus. Alors, est-ce que c'est vraiment important? Et on se pose toujours la question de se dire merde, putain, c'est peut-être important s'il va sortir des trucs extraordinaires bientôt. Ou des fois où je me dis peut-être j'irais bien chercher d'autres infos, et dans ce cas-là c'est pas dans le wiki, et donc il va falloir que j'aille chercher la référence dans le bouquin VO quoi. Mais sinon globalement moi je trouve que sur le wiki, alors peut-être parce que j'ai pas forcément autant de lore que vous, que ça donne un regard de joueur un peu plus neuf, mais moi ça m'a pas forcément trop dérangé quoi. Effectivement, on n'en avait pas parlé, mais il y a juste Romain et moi du coup qui avons lu la VO, la version originale, donc c'est-à-dire la version anglaise, sachant qu'il y a également une traduction qui est parue chez Pegasus. Mais on parlera de l'édition allemande tout à la fin, en même temps qu'on parlera des rajouts à l'édition française. La question que je voulais vous poser, Romain l'a un peu évoqué tout à l'heure, mais c'est assez bref. Et est-ce que ce format, en fait, wiki, il a une vraie plus-value?
par rapport aux différents wikis qui existent sur le net et auxquels le fan de Shadowrun peut déjà avoir accès, qu'il soit novice ou pas. Donc évidemment, il y a le Shadow Wiki francophone, il y a le Shadow Wiki anglais, et il y a également 2 wikis allemands qui sont généralement complets. Enfin, quand on passe de l'un à l'autre, généralement on arrive à trouver les informations qui nous manquent. Est-ce que c'est vraiment pertinent comme type d'organisation en fait par rapport à ces wikis? Est-ce que finalement il aurait mieux pas valu envisager tout simplement une structure totalement différente que celle de l'encyclopédie qui est effectivement casse-gueule, hein. Trouver les entrées qui sont pertinentes, la longueur des entrées qui est adaptée, comment les organiser, etc. C'est effectivement un casse-tête qui doit être monstrueux. Mais du coup, est-ce qu'il aurait tout simplement pas fallu envisager un format plus thématique? Par exemple, avoir, je sais pas, un chapitre sur le mégacorpo, un chapitre sur les pays, un chapitre sur l'histoire, un autre sur les personnalités, un autre sur les organisations, etc. Et d'ailleurs, c'est ce qu'avait fait Shadowrun 4 de manière plus ou moins réussie. Par exemple, il y avait l'almanach du 6e monde qui n'a jamais été traduit en français, mais qui du coup reprenait à peu près l'ensemble des pays en les présentant sur 2-3 pages, qui présentait aussi la timeline. Et c'était, enfin, je trouvais que le supplément avait des problèmes, mais à la lecture, je trouvais ça beaucoup plus fluide que la lecture de Streetpedia. Est-ce que du coup, ça aurait pas été un format plus adapté? Ouais, moi par rapport à ça, alors je navigue pas mal dans le wiki FR. Le wiki français, il y a des entrées qui sont pas forcément complètes, donc il faut aller regarder dans le wiki anglais. Donc déjà, il faut vouloir aller lire l'anglais, donc ce qui est souvent le cas pour les gens qui jouent du Shadowrun, mais pas forcément. L'allemand, j'en parle pas. Donc moi le format, sincèrement, moi il me va très bien en fait, hein, parce que au final je suis pas tout le temps devant l'ordi, ça peut être un bouquin, c'est quand même, moi j'aime bien lire déjà l'élément physique. Euh, et une autre chose aussi, c'est que par rapport à la réorganisation par thème ou autre, moi, moi ça m'intéresse pas forcément le thème, parce que je suis en train de préparer un scénario avec un arc narratif. Moi, j'ai besoin de savoir ce qui se passe pour tel méga corpo, mais pas toutes les méga corpos. J'ai besoin de savoir ce qui se passe pour tel dragon, pour tel magicien, pour telle société secrète, etc. Et c'est ça qui va m'intéresser. J'ai pas envie d'aller regarder l'ensemble de sociétés secrètes à ce moment-là en tout cas. Donc en fait, pourquoi le wiki, c'est l'aide de jeu dictionnaire qui doit servir au bon MJ effectivement qui va écrire ses scénarios avec ses arcs narratifs particuliers, quoi. Tu l'as très bien dit en fait. Enfin, je pense que c'est vraiment ce que tu décris et l'usage de Wikipédia. Et effectivement, c'est là où un livre comme le Six World Almanac de la 4e édition, qui n'a pas été traduit, hein, qui était donc vraiment un almanach de Shadowrun avec tous les pays, avec d'abord une grosse partie histoire, après chaque pays avait ses pages, qui était beaucoup proche de ce qu'évoquait Timothée. Ben, ça répond pas à ce besoin que tu décrivais là en fait. Et je pense que s'ils avaient fait, je pense que si Catalyst avait fait, avait fait une sorte de V2 de l'almanach dans Shadowrun 5, je pense que ça n'aurait pas marché. Alors de manière paradoxale, parce qu'on connaît nos différences d'âge, normalement ça serait normalement Timothée qui devrait en bon millénial nous dire c'est génial un wiki, je peux aller directement entrer, c'est rapide, c'est fluide. Et puis moi en vieux con je devrais dire ah non, il faut un livre qui commence avec un début et une fin et un milieu. Mais en fait, je pense qu'il y a aussi ça. Je pense qu'il y a aussi un aspect. Alors, du coup, Timothée n'est pas un bon exemple, mais il y a un aspect aussi peut-être culturel. Je pense que la génération des joueurs d'aujourd'hui vont plus facilement prendre un truc où c'est bon, ils peuvent lire 2 paragraphes dans une entrée, ils sont contents, ils n'ont pas forcément envie de lire un livre monolithique. Peut-être que c'est aussi pour ça qu'ils ont expérimenté. Après, la question de savoir c'est est-ce qu'on aurait pu avoir un meilleur format, est-ce qu'on aurait pu mieux faire, nous, enfin en tout cas du point de vue du mec qui fait des textes pour BBE, en l'occurrence pour Shadowrun, c'est une non-question. On n'était pas dans la discussion avec Catalyst, Catalyst a fait sa décision de faire un produit. Est-ce que si jamais on m'avait demandé à moi à l'époque, de faire ça, est-ce que j'aurais accepté cette proposition ou posé autre chose? J'en sais rien. Mais donc là, j'entends la question formelle de Timothée, mais pour moi elle n'a pas tellement de valeur applicative, donc je ne peux pas vraiment y répondre.
Ouais, je veux juste rajouter un truc par rapport à ça aussi, par rapport à l'aspect wiki. Le wiki aujourd'hui, c'est un wiki qui est rempli par nous, hein, par les membres de la communauté, donc c'est un wiki, on va dire entre guillemets non officiel. Donc parfois c'est incomplet, etc. Donc en général, on essaie de s'assurer que les infos soient bonnes, avec le bon niveau de détail. Mais c'est dans tous les cas pas un wiki officiel. Donc le gars qui découvre la gamme, etc. Il va aller lire les wikis, les forums, sûrement. Mais dans tous les cas, ce qui fait foi quand même quelque part, ça sera les bouquins officiels, j'ai envie de dire. Alors, je suis sûr que Timothée va me trouver, enfin, même toi, Robert, vous allez trouver plein d'exemples où il y a des erreurs éditoriales parfois dans les bouquins côté Catalyst, mais ça, c'est un autre débat, je pense. Ah oui, alors juste pour rebondir là-dessus, le problème du livre imprimé, c'est quand il est éditorial, bah effectivement, il est imprimé, c'est fini. Un wiki, tu peux le corriger. Par rapport aux problèmes éditoriaux, en fait, du coup, il y en a effectivement beaucoup, notamment du côté américain. C'est moins vrai du côté de BBE, où généralement, quand les informations sont fausses et corrigeables, elles sont corrigées. Mais effectivement, il y a des. Enfin, c'était l'un des problèmes d'ailleurs de l'almanach du 6e monde dans la 4e édition, c'est qu'il y avait beaucoup d'erreurs, y compris sur les cartes géographiques, ce qui est typiquement une erreur américaine pour le coup. Évidemment, ça posait des problèmes pour les suppléments, parce que bah, les suppléments historiques et géographiques aussi complets et lourds, qu'avait l'ambition d'être l'almanach, bah, ça prend énormément de temps de travail. C'est également vrai pour les suppléments continentaux qu'on a pu avoir par le passé, notamment à l'époque de la 3e édition. Donc par exemple l'Europe des Ombres, qui est bien connu parce que c'était l'un des premiers suppléments publiés par Black Book Edition, et qu'il est épuisé depuis longtemps en version physique. C'est des suppléments qui demandent énormément de travail pour être bien faits et qui demandent aussi un suivi derrière pour être corrigés. Et ça, le problème, c'est qu'on ne l'a pas toujours de la part de l'éditeur américain, c'est-à-dire Catalyst, contrairement à ce qu'on peut avoir du côté français et allemand. Donc l'un des intérêts notamment d'acheter français. Ceci étant dit, Romain tout à l'heure disait qu'il avait pas de réponse à apporter à la question en fait de l'organisation de l'ouvrage. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est qu'en réalité, il a une réponse à apporter, puisque cette réponse, il l'a donnée sous la forme des résumés qu'il a écrits, qui sont du coup à la fin de l'ouvrage et qui reprennent pas du tout la structure wiki dont il parlait. Euh, donc oui, effectivement, quelque part, tu as raison. La manière dont j'ai organisé les entrées que j'ai rajoutées, vu que j'ai pas pris le format wiki, j'ai quelque part répondu à cette question. Alors après, il faut pas oublier que ces ajouts, pour donner un peu de contexte à celui qui n'a pas encore ouvert Streetspedia, ils ont pas du tout. On les a mis dans Streetspedia parce qu'il avait du sens de les mettre là, mais ils n'étaient pas dans l'optique du guide. L'optique était de dire Streetspedia, c'est le dernier guide Shadowrun 5, en fait un peu Shadowrun 6, qu'on va traduire. Donc, enfin, qu'on va traduire, que BBE pourra traduire. Donc, il y aura plein de guides qui ne sont pas traduits. Et on voulait vraiment, enfin, quand je dis on, c'est encore une fois, c'est Ghislain et Romano, je crois, qui avaient cette idée-là. Et moi, j'ai juste crié ah, c'est génial! L'idée était de dire on va pas faire ce qu'on fait d'habitude où en fait on arrête en gros au milieu de saison et puis on reprend la saison d'après pour prendre la parallèle avec une série télé à base de on vous dit pas ce qui s'est passé puis vous vous démerdez pour comprendre les 8 épisodes que vous avez ratés à la fin de la saison dernière. Donc là l'idée est de dire on va pas faire ça, on va se donner l'occasion dans Streetspedia de rattraper ce que les joueurs ont manqué, les lecteurs ont manqué, en disant voilà tout ce qu'on n'a pas pu traduire, on va en termes de lore on va vous le résumer pour que vous puissiez quand même arriver dans la 6 avec, tranquillement, en fait, de manière posée. Alors en plus, en l'occurrence, dans la manière dont la 6 a commencé avec Cutting Black, c'est une très bonne chose qu'on l'ait faite parce que pour le coup, ça aurait été assez rude, je pense, pour les joueurs qui auraient débarqué comme ça. Enfin, s'il n'y avait pas eu ces ajouts pour notamment le chapitre Ares et ses insectes, s'il n'y avait pas eu ces ajouts-là pour débarquer dans Cutting Black, ça aurait été dur. Alors oui, effectivement, pour te rejoindre, si jamais on s'était entièrement libéré de la forme interne de Streetspedia et qu'on avait dit on va complètement restructurer ce contenu pour en faire une encyclopédie pour Shadowrun, ce qui aurait pu être une décision qui aurait mené un boulot de fou et qui n'aurait pas été une décision commercialement intelligente. Hein. Enfin, les BBE, il faut aussi qu'ils balancent les coûts et les revenus. Hein. On aurait pu mieux faire comme mes ajouts. Alors
peut-être que pour décrire mes ajouts, encore une fois pour l'auditeur qui a pas le bouquin, il y a donc 4 dossiers qui ont été rajoutés à la fin de Wikipédia qui reprennent les 4 principaux métaplots, pour les appeler comme ça, de l'édition 5 et qui font un peu. Alors, au début, l'idée est de dire on va juste reprendre ce que vous avez manqué, donc on va reprendre les choses qui ont été expliquées dans les 10 derniers guides de l'édition 5. Dans les faits, je suis remonté un peu plus loin. Dans la plupart de ces métaplots, enfin pour ceux qui étaient assez anciens, je suis remonté jusqu'à la 4e édition, voire la 3e édition. Ouais, juste du coup, par rapport à ce que tu dis, par rapport à tous les dossiers que tu as rajoutés là, pour faire ces résumés-là, je me demandais en fait quelque part, combien de suppléments non traduits de la fin de SR5 ça parcourt, quelque part. Ça, c'est intéressant, je pense, pour les gens qui vont découvrir SR6, de se rendre compte que la plus-value de la VF par rapport à ça, quand même, ça demande un sacré boulot, je pense. Alors elle est double parce qu'en plus, alors déjà en termes de guide c'est simple, je crois qu'il y a, enfin je l'avais listé sur Game On quand on avait fait le PP, enfin c'était marqué quelque part. J'ai piqué massivement dans le Market Panic, le guide des corporations de la 5. En fait, il y a un dossier sur les corporations qui est une fiche de lecture du Market Panic. J'ai piqué massivement dans tout ce qui est lore, dans Cutting Aces, Art Target, j'en ai oublié un qui n'a pas été traduit, Cutting Aces, Art Target, je sais plus comment il s'appelle. Donc Kill Code évidemment, puisque les lunes viennent de là en grande partie. Dark Terror, qui était une sorte de guide à la Threads. Alors c'est bien parce que je dis Threads, mais en fait comme ça c'est pas disponible en français, ça s'appelle un bon parallèle. Mais en gros Dark Terror était un guide de la 5e édition qui résumait un peu des menaces, qui faisait un peu un guide pas de monstres, mais un guide de méchants au sens un peu James Bondien, quoi, des organisations ou de choses maléfiques. Donc j'ai piqué beaucoup de trucs à Dark Terror. C'est là-dedans dans Dark Terror qu'on trouve la fin ou la conclusion du CFC. Enfin une conclusion partielle du CFC. Grosso modo, il y a très peu de guides pas traduits dans lesquels j'ai pas été piqué quelque chose. Alors ça c'est pour le côté, donc il y a effectivement une plus-value super parce que du coup tu as plein de guides qui sont résumés et ce que je trouve assez chouette, et ça j'y croyais pas au début quand je l'ai fait, mais quand moi j'ai commencé à faire mes résumés, je me suis dit ça sera cool, ça fera des résumés, ça fera des fiches de lecture. Mais en fait je me disais ça n'aura pas de plus-value pour celui qui a lu l'anglais en fait. Et en fait si ça en a une, parce que mine de rien, tout rassembler et tout rempiler, ça éclaircit pas mal les choses. Je voulais rebondir en fait, juste très rapidement expliquer ce que c'est que le CFC, dont vous n'arrêtez pas de parler depuis tout à l'heure, du coup, pour les auditeurs qui n'auraient pas suivi FR5. Donc le CFC, c'est le syndrome de fragmentation cognitive, qui était en fait le métaplot central de FR5. Donc métaplot central, c'est-à-dire en gros l'intrigue de l'édition, qui tournait, pour le dire très brièvement, autour d'individus qui se retrouvaient en fait infestés, possédés par des intelligences artificielles. Donc on va pas dire comment a évolué ces métaplots. Il faut juste savoir qu'en français, si jamais vous êtes intéressé par le sujet, il y a âme volée et Lockdown qui sont toujours en vente chez BBE et qui décrivent en fait le début de ces métaplots dont les évolutions et la conclusion sont résumées dans Streetpedia. Moi, j'avais sinon d'autres questions en fait sur les métaplots qui ont été intégrés ou oubliés. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que par rapport aux ouvrages qui ont été résumés, en fait, les suppléments Shadowrun, pour ceux qui ne les connaissent pas trop, c'est des suppléments qui peuvent être très dispersés, et c'est notamment vrai pour les suppléments Shadowrun 5. Donc, c'est-à-dire que c'est pas parce que Romain a résumé des éléments de Hard Targets que qu'il n'y a aucune plus-value à lire les suppléments en question. Donc par exemple, il y a plus des trois quarts de hard targets, j'ai réussi à le dire, qui sont pas du tout inclus dans Streetpedia, parce qu'ils sont pas forcément liés à l'évolution du métaplot, mais qui peuvent être intéressants. Donc n'hésitez pas non plus à jeter un œil au contenu des différents suppléments, même si vous voyez sur la fiche de l'ouvrage qu'ils ont du matériel inclus dans Streetpedia. Et du coup, par rapport aux métaplots qui ont été inclus, il y a quand même des absents notables, en particulier un absent notable, c'est du coup le tarot du 6e monde, c'est-à-dire cet artefact qui a été introduit dans Book of the Lost, un supplément FR5 qui décrit en fait l'apparition de ces mystérieuses cartes de tarot qui semblent représenter du coup des éléments du passé, du futur, du présent, et avoir des pouvoirs un peu mystérieux, et dont on nous disait que c'était le prochain grand métaplot, que c'est un choix volontaire de ne pas l'avoir inclus parce que vous avez su
qu'il n'aurait pas de suite immédiate, ou parce que vous avez prévu autre chose par rapport à ça? Je veux juste rajouter un truc, c'est effectivement ça, c'est un truc qui manque. Et c'est presque un de mes regrets parce que moi, du coup, il fallu que j'achète Book of the Lost en anglais et que je me démène pour trouver un tarot. Mais pour ceux qui veulent explorer cette voie-là un peu plus magie de Shadowrun, c'est quelque chose qui manque effectivement, qui va manquer au public VF quoi, français. Alors, je peux répondre à ça, j'essaie de pas trop bifurquer parce que c'est vraiment un moyen de bifurquer, de parler plein d'autres choses. Alors, la réponse à la question de Timothée, oui, on y réfléchit et en fait, j'ai déjà donné la réponse. Il n'y a pas d'éléments publiés par Black Book jusqu'à la fin de la gamme SR5 qui référencient le tarot. Donc, du coup, par construction, avec la même règle pour laquelle on a enlevé les entrées qui parlaient pas de choses qui étaient évoquées, ben, on n'a pas mis le tarot. Après, l'autre problème qui se posait, c'était que résumer le Book of the Lost a été une gageure. Sans avoir le tarot, alors déjà le Book of the Lost sans avoir le tarot dans les mains, c'est extrêmement dur, enfin c'est dur à dire. C'est dur de rendre le bouquin utilisable sans le tarot. Le tarot, il est sold out aux US, il va être bientôt imprimé je crois, mais il était sold out. BBE avait pas eu tout l'intention ni les moyens, et en fait, même commercialement, c'était pas raisonnable de faire une VF du tarot. Donc il y avait quand même ce problème là de dire, bon bah, même si on se fait un effort, un extra effort, qu'on rajoute des pages, on va pas donner un truc utilisable en tant que tel. Ça, c'est un des risques. Ensuite, à l'époque où on a Fritipedia, il a l'air de réapparaître un petit peu ce Metaplot, mais ce Metaplot avait l'air un peu à la Bredon. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient fait Court of Shadows en anglais, hein, qui s'est suivi par Book of the Lost, qui était à fond là-dessus. Et on a vaguement vu réapparaître, je crois, dans Cutting Esses, on parle un petit peu des faits et de la cour. Mais ça n'a pas été beaucoup plus loin, ça n'a pas été tant repris que ça. Et notamment, comme là vous le savez, l'édition 6 part vraiment sur autre chose. Alors, pour juste commenter là-dessus, c'est pas vraiment le thème du podcast, mais j'ai évoqué. Effectivement, vous avez raison sur un truc, qui est un truc qu'on aura raté en français dans la Shadowrun 5, qui est un très beau métaplot qui est le tarot et qui est le supplément Court of Shadows, qui en fait est un guide du monde des fées dans Shadowrun, qui permet d'aller faire des aventures dans le monde des fées, qui est un peu une proposition quasi alternative. C'est-à-dire que vous jouez, pour ceux qui connaissent ce vieux jeu de rôle qui s'appelle Changelin, vous jouez à Changelin dans Shadowrun. C'est un truc assez particulier. Et bah ça on l'a manqué effectivement et alors heureusement il est dans un Anarchy, donc on en parle pas mal. On en parle pas mal dans un Anarchy de ça, donc ça n'a pas complètement disparu. Puis il y a quand même la Calamity de Yellowstone qui est vachement reliée à ce truc là, qui est assez importante dans l'univers Shadowrun. Mais oui, effectivement, enfin pour résumer, si on me donnait un guide de plus, un bouquin de plus à faire pour SR5, j'aurais probablement essayé de faire un truc mix Court of Shadows, Tarot, quelque chose comme ça. Oui, enfin, c'était un semi-reproche. Enfin, je me doute bien que c'est compliqué de résumer un métaplot qui en plus a pas du tout de conclusion ou d'avancée notable comme celui du tarot. Après, justement, il faut dire aussi que c'était l'un des problèmes de Shadowrun 5 que résout du coup en partie les ajouts français et la forme sous laquelle ça a été fait, c'est-à-dire de résumés thématiques. C'est que le métaplot était extrêmement dispersé, que ça a été très compliqué en fait d'avoir des avancées de métaplot et de les écrire de la part de Catalyst à cause de différentes raisons qu'on évoquera sans doute dans un autre podcast dont je ne vais pas en parler maintenant. Mais il faut savoir que si vous comptez vous tourner vers les suppléments SR5 et que vous avez commencé par SR6, vous verrez très probablement que le rythme d'avancée du métaplot est pas du tout le même. Ça peut être assez déstabilisant si jamais vous débarquez avec FR6. C'était juste pour le signaler. Mais n'hésitez pas à regarder, il y a des choses très intéressantes. Par ailleurs, au niveau du coup des résumés qui ont été faits, c'est pas simplement des résumés. Il faudrait peut-être parler un petit peu de cette chère section 89 que du coup tu as utilisé pour introduire les résumés, tout en faisant avancer le métaplot français qui est réapparu dans la gamme depuis l'apparition de Néo Révolution, qu'on avait évoqué au tout début de podcast. C'est cette campagne française qui n'a pas été traduite en anglais et qui en fait fait évoluer le métaplot de la France entre 2076 et 2080 pour le mettre à jour pour FR6. Et Streetpedia contient en fait des informations pertinentes par rapport à ce métaplot. C'est vrai que j'avais complètement oublié, avant que tu en parles un instant, j'avais presque oublié quand tu commençais à dire ouais, c'est que 89, j'ai dit pourquoi il parle de ça. Ah oui, c'est vrai, j'ai fait ça. Donc du coup, alors petit contexte, oui, c'est plus, enfin, Néo Révolution n'est pas traduit en français, mais c'est quand même moi qui ai pu écrire l'entrée France dans Streetpedia.
Et ça s'est fait vraiment à la dernière minute, mais ça a pu se faire. Donc en fait, quand même, il y a quand même la vision de la France qui est décrite dans Streetpedia, qui est celle de Néo-Révolution. Ça, c'est une petite victoire qui est assez agréable. Et j'essaie régulièrement de tanner Jason pour avoir une VF de Néo-Révolution. Je lui ai même offert de lui faire la traduction gratuite avec un pote américain. Enfin, donc peut-être qu'un jour ça arrivera. Je sais aussi que côté Pegasus en Allemagne, ils aimeraient beaucoup le faire aussi, mais c'est plus des problèmes tout le monde est très occupé et c'est pas compliqué, mais bon voilà, bref. Fin de la parenthèse sur les révolutions qui n'est pas en français. Pour répondre à ta question, donc effectivement pour introduire, donc la question qui s'est posée quand j'ai fait ces ajouts, c'est que comme c'est un univers comme c'est un in-lore book, ce livre de Shadowrun, il faut quand même que mes ajouts ils rentrent dans un contexte de qu'est-ce qui se passe dans l'univers pour qu'il y ait des dossiers qui se fassent. Le but c'était pas du tout d'écrire ça en mode guide de jeu de rôle où il y a un narrateur inconnu. Donc, du coup, j'ai eu l'idée de dire, puisqu'on va rajouter des choses qui manquent en France, on va pousser le parallèle à l'extrême et on va créer un groupe de runners, pour résumer, de runners et de terroristes de Section 89, qui du coup n'ont pas les informations qui sont disponibles en anglais dans le Jackpoint, parce qu'il faut savoir que les guides Shadowrun sont normalement disponibles dans le Jackpoint, qui est un réseau de runners aux UCAS, enfin à Seattle en tout cas. Et du coup, ils se regroupent et ils se filent les coups de main. Et donc, en fait, il y a un des membres de cette organisation, enfin son fondateur, qui est Siméon, qui est le personnage qui est le narrateur du Guide de Paris dans Néo-Révolution, qui est un vieux troll boubon qui vit caché à Berlin, et qui donc réorganise une sorte de groupuscule qui n'a pas de nom pour l'instant. Alors, il y a eu des grandes discussions sur le nom qu'on aura à cette organisation, mais on va l'appeler pour l'instant le Jackpoint français, qui organise un petit Jackpoint français et qui dit écoutez, voilà, tout ce que vous avez raté, moi j'ai un peu réussi à tout structurer et réorganiser ça, et je vous le donne maintenant. Alors le contexte, pour donner un peu de saveur et pas faire un truc qui soit juste un Jackpoint français, c'est que c'est une coopération entre des runners et les terroristes de Section 89. Alors les terroristes, eux se voient comme des révolutionnaires, mais les gens les voient comme des terroristes. Et donc il y a une couleur un peu différente par rapport au Jackpoint, où c'est vraiment une organisation de mercenaires, ou par rapport au Shadowland qui était très orienté néo-anarchie. Là, donc ce groupuscule a une division interne, on va dire. Justement, j'allais te dire que c'était plutôt proche de Shadowland en réalité, même si évidemment la question politique était moins présente, enfin les divisions politiques étaient moins présentes sur Shadowland, qui est en gros le réseau sur lequel sont postés entre guillemets les suppléments de Shadowrun 1 à Shadowrun 3. Puisque comme l'a dit Romain, tous les suppléments ou presque sont écrits de l'or sont écrits en fait comme s'ils étaient écrits par des personnages de l'univers et postés sur un réseau qui s'appelle du coup Shadowland, puis qui est devenu Jackpoint à partir de la quatrième édition. Par ailleurs, tu as dit quelque chose qui était intéressant, c'est que vous cherchiez un nom actuellement pour le Jackpoint francophone. Ça veut donc dire qu'on va le revoir bientôt? Et effectivement, on va probablement le revoir. Je peux pas trop en dire grand chose, mais oui. Mais enfin, je vais en dire quand même quelque chose, c'est que j'ai réussi, si vous lisez bien ces 2 pages d'introduction, j'ai glissé quelques petits trucs. Alors j'explique par exemple le fait qu'il n'y ait pas de traduction française de beaucoup de jeux, des fins de gamme de Shadowrun 4 et 5. Dans l'univers, c'est expliqué par le fait que Fleur de Lys, qui était le représentant de la France auprès du Jackpoint, s'est gardé sur le coude des dossiers pour s'arranger. Donc on explique comme ça discrètement des choses, on corrige des problèmes de notre réalité dans le milieu de Shadowrun. Et effectivement, on a introduit tout ça, on va aller chercher un nom parce qu'il va probablement réapparaître dans des suppléments à venir pour, pareil, prendre la place de... Alors remarque si, non, un truc que je peux dire, c'est que je peux le dire maintenant, c'est qu'effectivement, surtout que maintenant, d'ici ce que tu le public podcast, ça sera pas vraiment annoncé, mais il y aura effectivement des ajouts dans Cutting Black qui seront justement par ce même réseau en fait, qui repartiront sur... On va pas les représenter, c'est pas la peine, mais en gros c'est le même réseau qui va en fait commenter la longue crise qui est le cadre de Cutting Black. Cutting Black du coup qui est le premier supplément de lore pour Shadowrun 6, qui a été annoncé par Romain ici présent pour début 2021, avec 30 nuits, je sais pas comment vous allez le traduire, avec la campagne qui y a collé et qui décrit, pour le dire très brièvement, les événements qui se déroulent en Amérique du Nord et un peu à l'international entre 2080 et 2081-2082, bref. Et c'est en gros le supplément qui lance les métaplots de Ether 6. Est-ce que du coup tu voulais donner ton avis sur les résumés français, Pierre ?
Ouais, les résumés français, moi je les trouve vraiment sympas. Après, on va pas parler de néo-révolution parce que c'est pas l'objet là. Mais moi j'ai plein de trucs à dire sur comment dire, le jackpoint français en fait, où je pense qu'il y a beaucoup de choses à développer et à la fois je trouve qu'il y a pas mal de différences sur le point de vue en fait, le point de vue comment dire, des méga corpos, etc., qui sont toujours un peu surprenants. Dans le sens où en fait je trouve que quand on lit je dérive un peu là, mais quand on lit les bouquins qui se passent aux UCAS, enfin, ex-USA, etc., les corpos, les noms, etc., sont toujours pour moi des choses plutôt inventées dans l'univers. Et finalement, quand on se retrouve en France, on se retrouve avec une vraie réalité, on retrouve des noms de corpos qui existent aujourd'hui, des choses comme ça. Et je trouve que c'est un peu un écart qui est pas dérangeant, mais qui est surprenant en tout cas. Alors, ouais, je vais aborder là-dessus, je pense que je peux répondre. Alors, juste pour ce point-là, en fait, c'est pas tant qu'on est très différent des US pour ça, c'est qu'en fait, on ne voit pas. Pour les US, il faut connaître. Si tu veux, quand les Américains lisent et risent, ils savent très bien, enfin bon, Ares, pardon, ils savent très bien de quoi, enfin, ils savent très bien à quoi ça fait référence. De la même manière, quand nous, quand je mets, je crois que dans les révolutions, j'ai marqué, il y a un paragraphe qui s'appelle le système d'assaut. Bon, quand tu es en France, tu connais un peu sur française, tu sais à quoi ça fait référence. Bon, voilà. Donc, en fait, on est un peu similaire aux US, simplement les références culturelles sont plus parlantes pour nous, donc on les voit plus dans les guides français. Mais je suis content que ça te plaise et je suis content effectivement d'avoir donné ce ton un peu différent et d'essayer de rendre le truc le plus. Enfin, la proposition de la France dans Shadowrun la plus différente possible de ce qui existe, histoire que ce soit pas juste. Comme j'aime bien le dire, que ce soit pas juste encore une fois Seattle avec une baguette et un béret, quoi. Je voulais savoir également si on a parlé des ajouts français. Est-ce que vous avez eu l'occasion de jeter un coup d'œil aux ajouts allemands? Puisque je crois savoir, notamment Romain, que tu vis en Allemagne. En effet. Alors, j'ai pas les ajouts allemands en général ou pour Streetpedia? Non, je parle vraiment de Streetpedia. Si on part sur les ajouts allemands, du coup, pour ceux qui écoutent et qui ne sauraient pas, il faut savoir que les Allemands de Pegasus, on en a parlé un petit peu avant, produisent beaucoup de choses. Ils mettent du contenu supplémentaire dans quasiment tous les suppléments VO qu'ils traduisent. Et ils publient aussi énormément de suppléments uniquement en allemand. On en reparlera peut-être un jour en podcast. Mais là, on n'a vraiment pas le temps de parler de tous les suppléments qu'ils ont fait paraître. Juste pour dire, bon, déjà Streetpedia allemand est le meilleur bouquin paru pour Shadowrun en allemand parce que je suis crédité comme auteur à l'intérieur. Donc déjà en soi, c'est le meilleur bouquin du monde. Mais blague à part, en fait, non, eux ils n'ont pas fait d'ajout à Streetpedia, ils l'ont sorti tel quel. Je l'ai derrière moi et je crois que je l'ai pas vérifié entrée par entrée. Si, par contre, non, ils ont dû probablement rajouter des entrées par rapport à leur truc. Ils ont dû probablement rajouter une entrée par exemple sur la Frankfurter Verein, genre de choses là. Par contre, il n'y a pas de dossier comme nous. C'est-à-dire qu'ils ont. Alors peut-être que vu que tu les connais peut-être mieux que moi, les ajouts de Spedia, je ne les ai pas trop regardés, j'avoue. Par contre, c'est vrai que généralement ils font des beaux ajouts. C'est-à-dire que par exemple, dans Cutting Black, il y a. Non, pas dans Cutting Black, il y a quand même quelques pages de background, etc. Enfin voilà. Là, dans Streetpedia, ils n'ont pas mis ça en valeur ou ils l'ont pas séparé, donc du coup, je ne l'ai pas marqué en feuilletant le bouquin. Faut savoir que je l'ai pas lu, mais j'ai fouiné, comme à mon habitude. Et du coup, apparemment, ils ont ajouté des accroches de scénario à certaines entrées. On en a quelques exemples déjà dans l'édition américaine et française. Il y a certaines entrées en fait qui n'ont pas tout à fait le même format que d'autres. Je crois que c'était notamment l'entrée sur Horizon qui termine avec une série de propositions très courtes. Mais de run possibles en lien avec l'entrée. Et donc apparemment ils auraient étendu ça à plus d'entrées. Jusqu'à quel point, honnêtement, je sais pas, j'ai pas eu l'occasion encore de regarder le supplément. Et par ailleurs, du coup, effectivement, comme tu l'as supposé, ils ont rajouté des entrées liées du coup à l'Allemagne et aux suppléments qu'ils ont préalablement publiés. Sachant d'ailleurs, fait surprenant, que parmi les entrées qui ont été supprimées de la version française, il y a les entrées sur l'Allemagne. Je pensais pas avoir voté. Alors après, après, il se peut que moi j'ai pas voté j'ai voté pour la garder, mais qu'ils aient opté pour l'enlever quand même. Alors, ça doit obéir à la même règle. Enfin, je pense que Justin s'est dit qu'est-ce qu'on a dit sur l'Allemagne en Shadowrun 5? Bah, rien, parce qu'on n'a rien traduit du lore allemand, donc on n'a rien dit sur l'Allemagne.
Et autant il y avait des éditions d'avant où par exemple le guide des corporations évoquant Cyber Group évoquait beaucoup l'Allemagne, autant là c'est pas le cas du tout parce que de toute façon on n'a pas traduit le guide des corporations, donc l'Allemagne est passée à la trappe. Mais ça paraît bizarre parce qu'il y avait quand même la règle était de dire on enlève ce qui n'a pas d'écho dans le lore français, mais on garde tout ce qui a à voir avec l'Europe. Était de dire on garde Amérique du Nord et Europe, on garde. Donc je suis surpris qu'on ait viré l'Allemagne. Écoute, du coup, je vais vérifier ça, mais voilà. Mais effectivement, du coup, pour ceux qui ne sauraient pas, et d'ailleurs pour ceux qui demandent sans cesse une traduction des suppléments allemands, et j'en fais partie, faut également savoir en fait que les métaplots allemands sont extrêmement fermés sur eux-mêmes, entre guillemets. Enfin, ils font écho évidemment aux métaplots américains quand ils le peuvent et que c'est pertinent, mais il y a très peu d'écho en fait des suppléments allemands dans les suppléments américains. Tout bêtement parce que les auteurs de la gamme ne lisent pas l'allemand et que les ajouts allemands ne sont pas publiés en anglais. C'est plus problématique que ça. En fait, les Allemands produisent beaucoup de choses. Les Allemands, il y a quasiment pour un guide qui sort en anglais, il y aura un demi-guide en allemand. Donc en fait, quasiment pour 2 bouquins, tu as un bouquin en allemand. Tu as beaucoup de travail, il y a beaucoup de travail de l'or qui est fait. Et en fait, ça serait un travail monstre de reverser, même de synchroniser avec les Américains, de leur dire hey, on a fait ça. Ça serait un travail monstrueusement horrible. Nous, la France, on a de la chance parce que quelque part, c'est un guide. Enfin, un Néo-Révolution. S'ils traduisent un jour Néo-Révolution, ils ont le guide de la France pour la 5 et la 6. Quoi. Donc vraiment, c'est plus court. Donc ça serait un travail assez monstrueux. Et c'est vrai qu'eux, ils ont vraiment. En gros, ils ont fait un peu un tour de chasse gardée. Quoi. Ils disent faites ce que vous voulez aux US, nous on fait ce qu'on veut en Allemagne. Et c'est très rare que les freelancers s'aventurent sur les territoires germaniques pour cette raison-là, parce que l'or est un peu touffu. Mais c'est vrai que, alors, je te rejoins, c'est vrai que c'est dommage, quelque part, alors là on bifurque, mais juste pour le dire, si on pouvait choisir les suppléments en termes de qualité, en disant on va traduire pas les 10 premiers suppléments de la gamme, mais les 10 meilleurs de Shadowrun 5, il y aurait très clairement des suppléments américains qu'on ne traduirait pas au profit de suppléments allemands. Notamment, je pense que le dernier supplément sur Berlin, qui s'appelle Berlin 980, est vraiment de très bonne facture et mériterait probablement plus d'être traduit que d'autres guides, pas encore bien traduits, qui le sont quand même. Mais bon, ça, c'est juste des jérémiades de collectionneurs, quoi. On touche bientôt à la fin du sujet, je pense. Est-ce que vous avez des choses à rajouter, des oublis qui vous ont chagriné, des oublis, forcément, il y en aura toujours pour ceux qui voient plus un aspect du lore que d'autres. Hein. Moi, le premier, vous le savez bien, je suis très. Enfin, après, c'est parce que un truc que je voulais dire un petit peu tout à l'heure, c'est aussi l'aspect du MJ vis-à-vis d'un supplément, il est aussi relatif à sa table ou à ses tables, c'est pour ceux qui en ont plusieurs. Donc, en fonction de comment sa table joue, quel type de personnage il a à sa table, etc., ça va orienter aussi les arcs narratifs et ce qu'il va rechercher dans les bouquins. Donc c'est vrai que moi, pour ma part, il y a beaucoup de magiciens à ma table, enfin moins 2 en tout cas. Et du coup, ce qu'on disait tout à l'heure sur l'aspect de Book of the Lost, du tarot, de ces aspects-là, des aspects un peu plus magiques, de ce qui se passe en Denver par exemple, des choses comme ça, c'est des choses que moi, personnellement, je vais aller beaucoup plus rechercher dans les suppléments que de l'ultra cyberpunk entre guerres de méga corpos qui peut se passer ailleurs, quoi. Donc ça c'est des choses qui, dans ce supplément-là, finalement fait un état de l'art sur le syndrome de fragmentation cognitive, un peu sur les méga corpos, sur les dernières choses sur la secte des nuls. Ça, j'ai pas encore complètement tout lu, donc je ne veux pas en dire grand chose, mais sur les esprits insectes qui sont, je pense, un des gros arcs narratifs qui vont revenir dans SR6 assez rapidement. Mais ouais, pour moi, il manque un peu de magie dans tout ça. Et la magie, c'est ce qui fait vivre le sixième monde, quand même. Alors, je vais aborder par rapport à ça. Alors, de manière marrante, je pense que t'es pas malheureusement quelqu'un de représentatif. Il y a beaucoup de gens qui jouent à Shadowrun. Ça, c'est marrant. Il y a beaucoup de gens qui jouent à Shadowrun parce qu'en fait, ils aiment pas Cyberpunk. Et donc, en fait, ils jouent à Shadowrun en se plaignant du fait qu'il y ait des elfes, en se plaignant du fait qu'il y ait de la magie. Donc, il y a souvent une tendance, mais même dans la gamme, de rester accroché au Cyberpunk. Et pareillement, alors ça c'est un peu des légendes, enfin, il y a des réflexions sur le fait que plusieurs auteurs de Transhuman Space travaillaient avant sur Shadowrun 4, et ils seraient partis de, enfin, là, ça c'est une légende urbaine, ils seraient partis de Shadowrun pour faire Express Space, parce que justement ils voulaient apporter du transhumanisme dans Shadowrun, ils voulaient faire un peu des thèmes transhumains, et qu'en fait on les a arrêtés.
Mais bon, voilà. Donc, par exemple, juste pour te répondre, après je vais laisser la parole à Timothée, mais pour te répondre juste sur ce point-là, effectivement, comme on a enlevé le tarot, t'as bien raison, le gros métaplot magique de la d'édition 5, bah, il n'est pas apparent dans nos ajouts. Donc, c'est des ajouts qui sont très très cyberpunk. On a le CFD, on a les gars corporatistes. Arrête, c'est insecte, c'est magique, mais c'est magique avec un gros fusil qui tire sur un gros bug, quoi. Donc voilà. En fait, moi j'ai plutôt le sentiment contraire par rapport à la magie. Je trouve qu'elle est vachement mise en avant de manière générale dans la gamme. Et d'ailleurs, c'est souvent un problème qui est noté, pas parce qu'en fait les gens n'aiment pas la magie, mais parce qu'elle est toujours là. Quasiment tous les métaplots qui ont plus ou moins d'importance tournent autour de la magie ou de créatures magiques, etc. Et d'ailleurs, même en Surface, là on le voit, il y a comme un très gros focus autour de la magie et des métaplans sans trop en dévoiler. Et en plus, les magiciens sont quand même parmi les archétypes les plus puissants, toute édition confondue. Donc j'ai pas l'impression que le domaine magique pâtit particulièrement dans la gamme. Mais c'est que mon avis. Si, en termes de lore, si en fait. En termes de lore, en fait, il est très présent par les personnages, par le fait que les gens peuvent jouer des magiciens, donc ça c'est très adepte physique, et une classe qui est évidemment bannie, immétable, adepte mystique. Et ça joue vachement sur la vue du jeu, parce que tu vois le jeu par le fait de jouer des personnages. Mais en fait, si tu respectes la démographie de Shadowrun et qu'à ta table, tu te dis, bah, il y a au mieux un magicien, il y a au mieux un éveillé et pas plus. Bah, la magie réduit un peu dans son espace, tu vois. Enfin, c'est un peu le truc. Là où je rejoins Timothée, c'est vrai qu'elle est présente la magie, mais par exemple, tu vois, le métaplot des bugs, enfin des esprits insectes, il est théoriquement magique parce qu'ils viennent d'un autre plan. Mais en fait, c'est très cyberpunk. Hein. C'est vraiment, tu joues à Aliens dans Shadowrun. Enfin, tu prends des gros fusils pour aller tirer sur des gros bugs. T'as pas forcément des quêtes astrales, t'as quelques concepts magiques avancés, mais c'est pas forcément ça. Et t'as effectivement, enfin, pour moi, c'est un plot qui est très cyberpunk. Après, le résumé des corporations, bah, c'est très cyberpunk par construction, même s'il y a des points magiques à l'intérieur. Le fait que tu aies Buttercup qui soit au bureau de la méga corporation Evo, Buttercup c'est un esprit libre, c'est un truc magique, mais en fait, dans les faits, ça reste dans le thème cyberpunk. Enfin, en tout cas, c'est mon impression, donc je comprends son regret, hein, voilà. Oui, alors je vais pas me lancer dans un débat sur ce qu'est le cyberpunk. Je pense qu'il va falloir se donner rendez-vous pour un podcast sur le sujet. Mais je tiens juste à dire que je suis absolument pas d'accord avec ta vision de ce qu'est le cyberpunk, ou en tout cas de ce que j'en comprends des quelques mots que tu viens de dire sur le sujet. Mais juste du coup pour rediriger un petit peu sur les éventuels oublis ou pas. Je me demandais si au moment où en fait vous avez bossé ou t'as bossé pardon sur les ajouts français, est-ce que du coup t'avais un peu accès aux projets futurs même flous de la gamme en VO pour cibler un peu ce dont t'allais parler ou ce que t'allais laisser de côté? Alors pas du tout. En fait, j'ai rejoint maintenant ce que la mailing list des freelancers de Shadowrun depuis quelques mois. Donc du coup maintenant j'ai accès à des choses. Je peux pas le dire, hein, j'ai signé un NDA, hein, mais je sais le titre des prochains bouquins qui vont sortir. Je connais des petits éléments d'intrigue, etc. qui vont sortir. Mais à l'époque, j'étais complètement coupé de ça. À l'époque où moi j'ai rédigé Néo Révolution, j'étais déjà même pas encore. Enfin j'étais en connexion avec Ghislain, c'est tout, et encore très peu. Puis Justin n'était pas du tout dispo pour m'aider, donc enfin voilà. L'avantage que j'avais, c'était que la publication française étant toujours 1 ou 2 ans en retard, j'avais beaucoup de vision sur là où ça allait aller par rapport aux lecteurs francophones. Et pour Streetpedia, c'est pareil, on n'avait pas forcément de vision claire sur l'avenir, mais en fait, Streetpedia, en l'occurrence, les ajouts qu'on a fait, ils avaient un regard vers l'arrière. Hein. Enfin, c'était de dire, on va clarifier tout ce qui a été manqué. Donc, il y a 1 ou 2 trucs sur lesquels je suis content d'avoir posé des questions aux freelancers sur la fin de Streetpedia, sur la partie esprit insecte. Alors si ça vous intéresse, il y a un personnage un peu mystérieux qui s'appelle Rex Simons que j'avais mal compris, et heureusement que j'ai pu poser quelques questions pour corriger ça. Sinon mon texte aurait enduit d'erreur, comme on dit, le lecteur. Mais non, on n'a pas beaucoup de... Enfin, on a des contacts avec eux, mais en fait, ils sont... Dans l'ensemble, en fait, quand on se pose une question et que j'envoie la question à mes linguistes, souvent la réponse est ah ouais, c'est une bonne question, ça pose aussi. Donc,
Tu fais, ah bon, bah, c'est bien, on s'est bien posé une bonne question ensemble, quoi. Donc c'est pas forcément, tout n'est pas aussi écrit qu'on le croit, il n'y a pas forcément un grand plan magistral pour tout. Il y a des grandes directions, hein, mais parfois on se dit, ah mais il y a forcément une idée derrière ça. Ah bah d'ailleurs, petite histoire, je vais commenter, c'est une bonne illustration. Dans un guide obscur, enfin dans un recoin obscur de Sox, version V4, un guide français qui a été écrit massivement par Anthony Bruno et les gens de Report TV1, il référence un personnage qui s'appelle Larbi Benrahma, et puis il y a marqué une phrase qui dit Larbi Benrahma jouera un très grand rôle dans l'avenir de la France. Donc moi, quand j'ai eu Ghislain au téléphone la première fois, je lui dis là, ce Larbi Benrahma, enfin, c'était quoi votre plan? Que moi je puisse le reprendre pour une révolution. Ah, je sais pas, c'est Tony. Alors finalement, j'ai eu Tony à la fin, et en fait, personne ne se rappelle. Enfin, m'a dit non, mais voilà, on pourrait se le remettre, quoi. Enfin, il n'y avait pas de grand plan, mais de grands plans magnifiques. Donc du coup, j'ai fait comme j'ai pu et je l'ai remis un peu dedans. Mais il n'y avait pas de choses écrites, quoi. Je sais pas si ça répond à ta question, c'est une grosse bifurcation, mais voilà. Si ça répond. Non, mais c'était par rapport en fait à ce qu'on avait évoqué plus tôt, mais j'avais oublié de poser ma question à ce moment-là, sur en fait le rapport, le positionnement en fait de Streetpedia par rapport à la gamme, où moi j'avais du coup le sentiment que c'était typiquement le genre de supplément qui devrait être tourné vers l'avenir, mais que de facto il était plutôt tourné sur le passé. Et peut-être trop, ce qui n'est pas une critique du coup de la version française, mais bien de la conception déjà de la version américaine, juste pour préciser. Moi, j'ai pas grand-chose à ajouter. Je pense on a dit pas mal de choses sur ce bouquin. Il est vachement intéressant. Vivement le prochain podcast sur le prochain supplément, du coup. Ouais. Alors je vais rajouter une petite chose par rapport à ce que tu viens de dire, Timothée. Je pense que quelque part, ils ont essayé de le rendre très très rentable. Enfin, en tout cas, Streetpedia VO, ils ont essayé de l'actualiser, de le rendre vachement sur l'actualité. Ils n'ont pas forcément toujours réussi parce qu'il y a beaucoup de choses où tu as besoin d'avoir du passé. Et quelque part, moi je me dis finalement, ils auraient peut-être mieux fait de faire un vrai truc orienté passé en disant on va vraiment faire l'historique. euh, Plutôt qu'essayer de le faire parce que ça a laissé un peu le truc meilleur bancal. Après, là où il y a quand même un aspect du futur dans Wikipédia, c'est qu'en fait, il te donne toutes les briques pour ce qui vient ensuite. Donc même si en soi, l'entrée que tu vas lire, elle n'est pas sur aujourd'hui, le fait est quand même que l'intrigue de demain sera probablement appuyée dessus, donc tu seras content de l'avoir, quoi. Euh, Moi, je peux aussi, je pense qu'on va s'arrêter. On a quand même parlé après, on pourrait rentrer dans le détail des ajouts si vous voulez, mais bon, je pense que c'est pas vraiment très intéressant pour tout le monde. Donc voilà, donc je vais m'arrêter là. Pour une fois, j'essaie de me taire. Donc prochain podcast théoriquement sur Free Seattle qui va être publié en même temps que Streetpedia et peut-être même en même temps que ce podcast. En attendant du coup et pour résumer très brièvement ce qu'on a dit, donc Streetpedia c'est un supplément sous forme de wiki pour Shadowrun 6 qui s'adresse plutôt à des joueurs un peu familiers, enfin à des joueurs ou à des meneurs de jeu un peu familiers avec l'univers du 6ème monde, qui pourront se remettre à jour par rapport au futur métaplot de FR6. C'est un supplément qui a été très largement augmenté dans la version française, donc n'hésitez pas à acheter français. On me souffle dans l'oreille que le supplément fait à peu près 2 fois la taille. C'est également du coup le cas de Free Seattle, qu'on évoquera du coup au prochain podcast. On vous dit au revoir et à la prochaine.